voilà, nous nous retrouvons pour cette deuxième partie des 4e rencontres prévention santé de la Fondation Ramsès Santé. Comment prévenir la spirale infernale du harcèlement en milieu scolaire, un milieu qui s'est élargi aussi avec le monde du numérique. Alors nous avons 6 intervenants pour cette deuxième partie. Je vais commencer cette fois par les intervenants du plateau. Marie Cartier, professeure agrégée de lettres et diplômée aussi en psychologie et créatrice d'une association qui veut porter aide à ceux qui sont victimes de harcèlement et trouver des solutions. Hugo Martinez, qui est un ancien élève victime de harcèlement, et vous avez créé, il y a 3 ans maintenant, une association. Hugo, c'est votre prénom, mais c'est aussi une sorte de cri de ralliement, de cri d'action, pour trouver des solutions, là aussi concrètes, contre le harcèlement scolaire. Marie-Pierre Lescure, là encore une association. C'est intéressant de voir qu'il y a des associations derrière vos actions, mais vous êtes aussi psychopédagogue, donc réparer les enfants, et peut-être aussi prévenir ceux qui pourraient devenir des harceleurs. Voilà pour le plateau. Nous avons aussi 3 intervenants qui sont en distanciel, comme on dit aujourd'hui. Emmanuelle Miou, alors qui parlera en dernier, vous verrez, parce que c'est une passeuse d'infos, elle ne veut pas s'afficher comme experte, mais elle fait partie de ceux qui vivent de l'intérieur et le regard d'Emmanuelle sera précieux. Nous avons Daniel Jasmin. Daniel Jasmin, là encore, une action associative, mais une action aussi spécifiquement dédiée au numérique, avec le réseau Relié et les écoles, l'école des réseaux sociaux. Donc comment former, comment s'adapter à ce nouveau monde. Et puis je termine par lui, parce que c'est lui qui va commencer à intervenir, c'est Axel Daucher, le directeur général de MEC.org. Il va nous présenter les résultats dans quelques instants d'une étude très, très importante qui a été réalisée par MEC.org pour la Fondation Ramsès Santé pour cette matinée de réflexion. On l'a vu dans la première table ronde, le phénomène il est là, il est ancré, il est enraciné. Il n'y a pas forcément des raisons d'être pessimiste comme si ça allait exploser ou devenir un fléau monumental, mais on constate une stabilité. Ce qui a été fait n'a pas été suffisant. Alors on va chercher ensemble des solutions peut-être nouvelles et ouvrir des pistes d'espoir. Ce qui est intéressant, c'est que des initiatives, on en trouve partout. On en trouve dans le public, des ministères jusqu'aux établissements scolaires. On en trouve dans le privé avec des entreprises qui s'investissent dans ce domaine. Et on en trouve bien sûr, vous l'avez entendu, du côté des ONG, du côté des associations, donc des citoyens entre eux. Axel, je commence par vous, je vous donne la parole parce que l'étude qui a été réalisée montre quand même des raisons d'espérer et des pistes réelles. À vous, Axel. Oui, bonjour, merci Christophe. Je voudrais d'abord féliciter la Fondation Ramsès Santé parce que ça fait quand même longtemps qu'elle a pris ce chemin par la face nord de s'occuper de la prévention santé chez les jeunes et notamment du harcèlement. Nous, ne serait-ce qu'il y a 1 an et demi, on avait travaillé avec eux sur demander à des centaines de milliers de jeunes comment prévenir leurs problèmes de santé. Donc vraiment, il y a vraiment un courage et une détermination sur un sujet qui le nécessite. Donc bravo à eux. Alors, en fait, effectivement, il y a maintenant un peu moins d'1 an, avec la Fondation, on a lancé une grande consultation. En fait, on a posé à peu près 100 000 personnes une question: comment protéger les jeunes contre le harcèlement scolaire? Alors, on ne l'a pas posé à n'importe qui, on l'a posé à des parents et des éducateurs. En gros, les sachants, entre guillemets, même si le mot n'est pas très à la mode, mais du sujet, pour essayer de comprendre est-ce qu'il y avait non seulement des consensus, des clivages, mais surtout quelles sont les lignes de force sur lesquelles on pouvait non seulement trouver des solutions, mais trouver des solutions qui allaient emmener tout le monde dans la même direction. Donc le résultat a été bien au-delà de ce qu'on pensait. On a eu 14 000 personnes qui ont répondu. On a eu des centaines de propositions, des dizaines de milliers de votes, ce qui nous a permis d'établir, je dirais, une feuille de route. Alors, ce n'est pas une feuille de route à suivre à la lettre, c'est plus une palette, comme une palette de couleurs, sur lequel on peut, et on va le voir d'ailleurs dans le magnifique panel d'aujourd'hui, on va voir comment, en fait, les différentes initiatives, finalement, sont en résonance avec le ressenti de ceux qui sont autour du problématique du harcèlement, peut-être parfois un petit peu responsables, parfois les protecteurs. Et qu'est-ce qu'ils nous disent, ces gens-là? Alors, en fait, il y a un certain nombre d'idées qui ressortent. Dans un terme de consensus, il y a 10 grandes idées qui ressortent et une controverse. La première partie d'idées se met sur un milieu, qui sont 5 idées sur le milieu scolaire. Qu'est-ce qui se passe dans le milieu scolaire? Dans le milieu scolaire, l'idée qui est vraiment la plus engageante a été plein de solutions autour de la formation des professionnels de l'enseignement et du périscolaire à la problématique du harcèlement. Deuxième idée, ça a été de modifier les programmes scolaires
en orientant notamment, alors là aussi plein de propositions très intéressantes, sur l'enseignement des savoir-être, de façon à ce que l'école puisse avoir une contribution à cette partie-là et pas seulement au savoir en tant que tel. Troisième idée que moi j'aime particulièrement, c'est l'encouragement de la solidarité des élèves face aux situations de harcèlement. C'est vraiment le harcèlement est généralement l'effet de groupe, mais le groupe est aussi la solution. Mettre en place de nouveaux fonctionnements dans les établissements scolaires, de protection, d'alerte, d'identification. Et puis enfin, ouvrir l'école à des intervenants extérieurs dans les établissements scolaires pour un petit peu décloisonner le sujet. Donc ça, c'est 5 idées dans le milieu scolaire. Donc les 2 et 3, ça montre bien on doit dépasser l'éducation civique, c'est-à-dire le comportement dans une société légiférée, mais aller jusqu'au savoir-être, le comportement avec les copains, dans le cercle le plus intime. Oui, je pense que il y a le comportement académique et comme vous le disiez, le comportement civique, et puis les relations humaines, c'est une matière à part entière, et c'est la matière peut-être la plus importante en général et la plus décisive en ce qui concerne le harcèlement. Alors en fait ça c'est les idées sur le milieu scolaire, mais c'est pas tout parce que la question était large, donc du coup ça a ouvert d'autres idées qui se construisent sur 3 axes. D'abord des idées autour de la prise en charge et de l'aide aux victimes. Donc c'est favoriser le dialogue, beaucoup de choses sur le dialogue à toutes les occasions, trouver des dispositifs de communication qui permettent l'anonymat. Et puis, mieux accompagner et responsabiliser les parents. Et ça ressort des parents eux-mêmes. Donc, il y a vraiment quelque chose là-dessus. Tout le monde l'a vécu dans les cours d'école. Axe suivant, les sanctions évidemment contre les harceleurs. Alors là, appliquer et durcir les sanctions, c'est vraiment un consensus. En revanche, dès que les sanctions concernent non pas le harceleur, mais leurs parents, là, on a des clivages. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des gens d'accord, pas d'accord. On sent que c'est pas un domaine dans lequel ça va être facile d'avancer parce qu'il va y avoir des contrepoids. Peut-être d'ailleurs que c'est pas une bonne idée, mais quoi qu'il arrive, c'est un clivage. Et puis enfin, le dernier axe, c'est le cyberharcèlement en particulier, avec plein d'idées extrêmement pratiques pour lutter pour ce nouveau fléau qui n'existait pas, qui est le cyberharcèlement. Quelle est la nature de cette controverse? C'est-à-dire, c'est ceux qui veulent être sévères ou pas sévères, ou c'est une controverse entre ceux qui considèrent que la punition de toute façon est inefficace et que tout doit être dans la prévention et la pédagogie, et ceux qui considèrent au contraire qu'il faut une punition? Non, c'est vraiment la différence entre ceux qui pensent que, en fait, si un élève harceleur, c'est la faute de ses parents, et donc le parent est quelque part coupable. Et ceux qui ne veulent pas remonter jusqu'aux parents, qui pensent que c'est plutôt à l'éducation de faire le travail, pour faire simple. Eh bien, merci beaucoup Axel. Alors ce qui est formidable, c'est qu'à travers cette étude, on retrouve un peu les lignes de clivage qu'on avait tout à l'heure dans le premier webinaire, autour de cette réflexion sur la loi nécessaire ou non, et puis sur le nouveau territoire des réseaux sociaux et du numérique. Hugo Martinez, il y a une semaine pile, vous étiez auditionné par le Sénat. Alors, que voulaient-ils savoir, les sénateurs et sénatrices? Uniquement votre expérience, passer du statut de harcelé à président d'une association qui lutte, ou déjà il y a des pistes autour de lois éventuelles? Alors, avant tout, ce qu'ils ont souhaité, le Sénat et cette mission d'information qui a été créée, c'est d'abord voir qu'est-ce que, par rapport au retour du terrain, il était possible finalement d'en ressortir. L'association a 3 ans, on a 3 ans d'expérience et il y a des premières observations qui se font. Le Sénat, on le sait, c'est la chambre des collectivités. Nous, on a axé sur des propositions autour de la mobilisation des collectivités qu'on a finalement un petit peu oubliées, par exemple, dans le combat. Certes, ils ont la responsabilité des moyens, mais je prends l'exemple, on parlait de la formation, par exemple, des adultes. Les agents territoriaux, par exemple, de nettoyage, de cantine, de sécurité, qui sont au contact des jeunes, ce sont des personnels qu'on a oublié de former finalement. Ils voient tout, eux. Ils voient tout, et pire, parfois, les jeunes se confient à eux. Et donc, si on forme ces agents, on peut anticiper le harcèlement scolaire, avoir une donnée supplémentaire et remonter de l'information. Donc, le chantier de formation qu'on voit dans l'étude de mec.org, il doit déborder le cadre de l'enseignant pour aller exactement à tous ceux qui rentrent dans l'univers scolaire. Tous ceux qui sont en contact, tous les adultes en contact avec les enfants. Mais ça peut aller même les professionnels de santé, par exemple. Un diététicien qui reçoit un enfant qui a des troubles du comportement alimentaire, dans un sens comme dans l'autre. S'il est formé, si on lui apprend que cela, ça peut être finalement la partie visible d'un mal-être, qui est la conséquence du harcèlement scolaire. Et ce professionnel de santé, il peut alerter. Il peut alerter, et donc on peut mettre en place des actions préventives. Tout ça, c'est vraiment des propositions qu'on a remontées au Sénat, ainsi qu'à l'Assemblée nationale, au groupe d'études, la semaine dernière précédente, droits de l'enfant.
Et plus globalement, nous, ce qu'on souhaite, c'est aussi faire un partage d'expertise, de connaissances. On a lancé l'Observatoire national du harcèlement à l'école, au collège et au lycée. Où en est-il cet Observatoire national? On s'est réunis il y a une dizaine de jours. On a défini un premier grand chantier, finalement, qui va être de délivrer pour d'ici début 2022 un livre blanc avec des propositions concrètes de solutions dans les territoires contre le harcèlement scolaire. J'appuie sur le fait des territoires parce que, en fait, finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'aujourd'hui, une problématique comme celle-ci, le harcèlement scolaire, elle ne se résout pas à l'échelle nationale, elle se résout plus près des problématiques du terrain. On ne va pas avoir les mêmes formes de harcèlement, que ce soit dans un petit village rural, que ce soit dans une ville, dans un quartier. On va avoir des problématiques, bien sûr, le harcèlement il est partout, le harcèlement scolaire, mais il va se transformer de façon différente. Et donc, avoir des solutions dans les territoires, c'est travailler avec les collectivités, comme je le disais, avoir par exemple des référents dans les mairies formés pour répondre aux questions des familles. On parlait des parents, par exemple, qu'il faut informer. Nous, par exemple, on organise des soirées débats en début d'année auprès des parents, parce que quand on est parent, qu'on apprend que son enfant est victime de harcèlement scolaire, ou l'inverse, qu'il est l'auteur de faits de harcèlement scolaire, on est démuni. Et donc l'idée, c'est que dès qu'on peut, c'est vraiment de prévenir les parents, de donner les premières clés pour que, dans ces cas-là, ils puissent bien réagir et avoir les premières réponses. L'association Hugo, c'est combien de membres? Elle est organisée comment? Alors, c'est une cinquantaine de bénévoles répartis sur toute la France. Ce sont 4 pôles d'action, de la sensibilisation, comme je le disais, de l'école au post-bac. C'est l'accompagnement des victimes également. On a accompagné plus de 100 000 victimes en près de 3 ans. C'est également la formation. On a développé avec Catherine Verdier le premier centre de formation en e-learning dédié au harcèlement scolaire. C'est la première plateforme européenne où on forme tous les professionnels en contact avec les jeunes. Et puis plus globalement, c'est le pôle Agir, c'est-à-dire toutes les actions qui visent à mieux reconnaître la victime. Nous, vous le savez, on milite pour la création du délit de harcèlement scolaire. C'est un de nos vrais combats et on espère que ça avancera dans ce sens-là. On a vu tout à l'heure qu'il y a un échelon qui semblait un peu manquer, c'est le rectorat, c'est l'académie. C'est votre sentiment aussi? Globalement, il manquera toujours finalement pour une cause comme celle-ci. Maintenant, je pense qu'il y a quand même des choses qui existent dans les rectorats, dans les académies, à l'éducation nationale. Moi, je pense qu'il faut coordonner davantage, faire travailler ensemble les associations, faire travailler ensemble les acteurs, et puis peut-être simplifier finalement comment, en tant que parent, quel est le premier point de contact que je peux mobiliser quand je suis parent et que j'apprends que mon enfant est victime de harcèlement scolaire. Et qu'après, il y a tout un déroulement de l'accompagnement, des dispositifs qui peuvent vraiment, mais qu'il y a un point de centrage finalement unique pour les parents. Alors vous êtes l'interlocuteur pour des parents, pour des victimes et pour des harceleurs. Également. Un harceleur éventuellement travaillé par le remords ou qui craint d'avoir des ennuis, est-ce qu'il peut venir vous voir? Oui, le H de Hugo, c'est le H de harcelé, mais aussi de harceleur. Ces enfants, ils souffrent autant qu'ils font de mal, en tout cas dans 9 cas sur 10. Et l'idée, c'est vraiment de les accompagner à comprendre pourquoi ils en viennent là. Souvent, c'est quoi? C'est une ancienne victime de harcèlement scolaire qui a trouvé que la violence, finalement, pourrait exprimer ce mal-être. Soit c'est un enfant qui a un mal-être physique, intellectuel, sportif, etc. et qui préfère mettre en lumière quelqu'un d'autre plutôt que lui. Et donc l'idée, c'est de l'accompagner, lui dire qu'il a d'autres solutions que la violence pour exprimer ce mal-être. Ça peut être un art, un sport, un loisir. Et finalement, c'est de l'accompagner sur le chemin finalement de la raison avant qu'il passe à l'acte. Vous retrouvez les phénomènes de groupe qu'on évoquait tout à l'heure avec Éric Debarbieu et Jean-Luc Martinez, c'est-à-dire le harceleur finalement, il n'est que la figure de proue de quelque chose qui le dépasse? C'est ça en fait, il y a un départ de flamme finalement et ça s'embrase, ça prend des conséquences que même lui peut-être n'a pas anticipées, surtout avec les réseaux sociaux, avec des vidéos postées peut-être de façon peut-être anodine et puis en fait ils vont avoir une visibilité, une viralité qu'il n'a pas anticipée. C'est vraiment aujourd'hui encore plus avec les réseaux sociaux un phénomène qui s'observe de plus en plus de façon patente. Merci beaucoup Hugo. On va enchaîner de manière très naturelle avec vous Daniel, parce que le centre de e-learning qui a été installé, ça ressemble un peu comme ça à votre école des réseaux sociaux, ça ressemble à toute l'action que vous essayez de faire pour mettre en contact les acteurs qui sont sur le numérique. Donc, qu'est-ce que sont les centres reliés que vous avez créés? Quelle est leur fonction? Quelle est leur ampleur? Alors donc bonjour à tous, merci de nous accueillir pour parler de ce sujet du harcèlement qui nous concerne tous. Et c'est vrai qu'on arrive tous à peu près aux mêmes conclusions sur ces sujets. Les centres reliés, c'est un projet qui a été monté par un collectif d'experts, de psychologues, de chercheurs, d'entrepreneurs, d'experts territoriaux. Et on l'a déployé dans 4 territoires. Et l'objectif qu'on a eu, ça a été de créer des centres d'entraide entre jeunes victimes de harcèlement pour les aider à se reconstruire. Donc ce n'est pas des centres de parole qui parlent de ce qu'ils ont vécu, mais plutôt qu'ils arrivent à se reprojeter sur l'avenir et de se relier entre eux, entre jeunes, puisque c'est de ça dont ils ont besoin. Donc on a essayé de fabriquer une solution très frugale pour qu'elle puisse être déployée et appropriée par les différents territoires qu'on accompagne, parce qu'on est assez convaincu, un peu comme Hugo, que c'est au niveau du territoire que se passe la reconstruction des enfants, et c'est l'acteur central de cette activité. Alors, je vois que vous avez créé deux actions très spécifiques, très numériques, très identifiées.
D'un côté, Monster Messenger. Donc ça, c'est une espèce de réseau social pour les plus jeunes. Est-ce que vous avez réussi à en faire un sanctuaire sans harcèlement ? Alors, en fin de compte, Monster Messenger, c'est un projet qu'on a déployé pendant 3 ans dans 8 pays, avec 500 000 enfants qui se connectaient tous les jours, de 2016 à 2019. Et effectivement, l'idée de Monster Messenger, donc, c'est d'adresser des enfants de 6 à 10 ans, donc des tout petits, pour leur apporter quelque part l'ensemble des ressources, des services qu'ils recherchaient sur Internet, que ce soit de la vidéo, du partage d'images, du chat vidéo ou autre, mais dans un univers sécurisé par les parents qui validaient les connexions entre les enfants et qui pouvaient, et on avait tout un tas d'IA et de modération pour contrôler les échanges qu'il y avait. Donc dans ce réseau, comme dans tout réseau, on avait tous les jours besoin de clôturer des comptes, que ce soit des comptes de prédateurs qui venaient sur un réseau qui était pourtant dédié et marqué comme un réseau de 6-10 ans, mais également de la modération des échanges entre enfants qui, quelque part, librement, sous couvert d'anonymat, partageaient des images inappropriées, etc. Donc, à l'intérieur de ce réseau, ceux qui modéraient le réseau, c'était des robots qu'on avait intégrés au réseau, c'était T-Monstre, qui venait, par exemple, quand un enfant disait un gros mot, lui dire « Est-ce que tu es sûr que tu dois répondre par un autre gros mot ?» Et en fin de compte, on interrompait le dialogue pour permettre à l'enfant de prendre le recul et de réfléchir à la bonne posture à avoir. Et dans 80% des cas, les enfants renonçaient et là, on les félicitait de ces actions. Quelle était la proportion de déviants, si j'ose dire, qu'il fallait modérer ? C'était 10%, 20%, 50% des enfants ? Juste pour que je vous donne une idée, je n'ai pas la métrique, je ne vais pas vous donner des chiffres, mais juste que vous compreniez, un réseau, rien qu'en modération, ça coûte à peu près 500 000 € par an de messages à modérer, etc. Et aujourd'hui, c'est ça qui est important de comprendre, c'est pour ça que je pense que le partenariat avec les géants du numérique est important, c'est que la capacité de modération de ces structures, que ce soit Facebook, Google, tous les GAFA, en fin de compte, elle est énorme. Il y a des tonnes de personnes qui tous les jours relisent les messages, les modèrent sans arrêt. Et donc, c'est quelque chose de colossal. On avait la plus grande base de gros mots pour identifier les gros mots, on reconnaissait les images dans tous les sens. Donc, c'est un travail qui est énorme quand des gens animent des réseaux autour de ça. Alors c'est international tout ça, donc est-ce qu'on ne sous-estime pas la répartition par langue ? On peut se faire harceler par quelqu'un qui parle la même langue mais qui est à l'autre bout de la planète. Tout à fait. Alors, en fin de compte, c'est pour ça qu'on a développé l'école des réseaux sociaux, qui est un projet qu'on a déployé dans 5 langues. Donc, c'est un projet associatif qui amène ce que présentaient Axel et Hugo, des éléments pour permettre dès la primaire d'éduquer aux réseaux sociaux. Donc ça paraît paradoxal parce que normalement l'âge légal d'accès aux réseaux sociaux c'est plutôt 13 ans et pour de bonnes raisons parce que les enfants ne sont pas prêts à faire face aux situations qu'ils vont rencontrer. Mais à côté de ça, en fin de compte, c'est vraiment en primaire qu'il faut commencer à dialoguer avec les enfants puisque ce dialogue doit être continu. Et donc on a démarré en France, en Espagne, en Italie, en Pologne et en Angleterre et on s'est rapidement rendu compte que effectivement un enfant qui est en France sur un réseau social, il a autant de chances de parler avec un Québécois, un Marocain ou un Algérien. Et donc, il faut qu'on apprenne à travailler en zone langue. Donc, c'est d'ailleurs pour nous, on pense, un bon prétexte de refaire vivre la francophonie. Et aujourd'hui, malheureusement, nos actions sont sur nos territoires. C'est-à-dire que le ministre de l'Éducation nationale travaille en France et en Belgique. Il y a un ministre qui travaille aussi sur son territoire. Et on n'a pas de mise en commun de ce travail de ressources qui permettrait de mutualiser les moyens. Alors vous avez une autre initiative en cours, c'est avec TikTok. Alors est-ce que vous pouvez nous la décrire ? Donc nous, l'action qu'on a menée était vraiment à destination des enseignants et des parents, puisqu'on sait que les enfants qui sont victimes de harcèlement, également qui sont en face d'une situation qui les dépasse, dans 50% des cas, ils parlent aux parents. Et on s'est dit qu'il faut absolument qu'on augmente ce chiffre en aidant les parents à dialoguer le plus souvent possible. Et on a, en fin de compte, dans notre équipe, la moyenne d'âge, c'est à peu près 20-22 ans. Enfin, je ne nous compte pas parce que sinon on plombe complètement la moyenne d'âge. Et ils nous ont dit, mais enfin, vous n'avez pas trop compris le détail du sujet, parce que dans 50% des cas, les enfants, ils parlent à d'autres jeunes pour se renseigner. Et donc, il faut qu'on agisse auprès d'autres jeunes. Et où est-ce qu'on doit agir ? C'est au sein des réseaux. Donc, on a commencé à travailler dans TikTok, Instagram et Snapchat pour essayer de trouver des porte-paroles. Donc, c'est les influenceurs que les jeunes suivent. Donc, c'est des gens qui font des posts à des centaines de milliers de vues, qui ont des millions de followers.
Et ces jeunes, en fin de compte, ils connaissent très bien le sujet puisqu'ils l'ont vécu eux-mêmes, puisque c'est des ambassadeurs qui ont dû s'exposer au niveau de leur vie, au niveau de leur attitude. Donc, ils sont exposés aux critiques. Ils ont des trolls qui critiquent tous leurs messages à longueur de journée. Et aujourd'hui, ils comprennent le problème, mais des fois, ils n'ont pas les mots pour savoir comment en parler aux autres jeunes. Donc, on leur apporte les éléments de langage et eux construisent de façon complètement originale des formats de dialogue qui touchent les jeunes. Donc, c'est des formats de 15-20 secondes avec des fois des choses très marrantes sur des problématiques pourtant qui sont très graves. Et on est assez convaincus que c'est là où il faut être si on veut pouvoir impacter les jeunes sur ces thématiques-là. Merci beaucoup pour ces quelques initiatives très techniques, très précises et très, très modernes. Alors, j'enchaîne avec vous, Marie-Pierre. Vous, c'est un kit que vous avez bâti. Donc là, c'est une boîte à outils destinée aux enseignants, aux parents, aux jeunes, à tout le monde? Alors déjà, je représente donc l'association Educat. Juste une petite présentation sur ce sujet, qui en fait a la particularité de réunir des personnes qui sont pédagogues, thérapeutes, parents et toute personne qui s'intéresse à l'éducation. C'est-à-dire qu'on travaille de façon collégiale, de façon coopérative, en échange de savoir. On a un public jusqu'alors qui était orienté vers les parents, beaucoup, vers l'accompagnement des enseignants et vers des ateliers pour les enfants. Et on a effectivement développé cette année un kit sur le problème du harcèlement parce qu'effectivement, on peut constater dans les entretiens qu'on a, dans les demandes des parents, que c'est une demande très forte. Et ça n'a pas créé de conflit entre parents et enseignants dans votre association, ce sujet? Ah non, on est pour la coopération et on met ça vraiment comme valeur phare de notre travail qu'on va ensuite diffuser sur le terrain. C'est-à-dire que, comme ça a été dit par Hugo et d'autres en ont parlé, la problématique est systémique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas considérer que ça arrive par hasard, on ne peut pas considérer qu'il y a des gentils et des méchants, et que non, c'est vraiment le problème de tous. Alors, on se sent concerné, nous en tant qu'adultes, bien sûr, pour nos enfants, qu'on soit parents, grands-parents, etc. Mais c'est vraiment un problème qui concerne tous les enfants. Tout à l'heure, ça a été dit, on dit qu'il y a environ 10% des enfants qui sont harcelés, ça veut dire qu'il y en a 90% qui le savent. Alors, quand vous décelez un problème de harcèlement et qu'on interroge après les enfants de la classe ou du collège ou de l'école, ils savent, ils sont au courant. Mais ils n'ont rien dit. Ils en parlent entre eux. Ils n'ont rien dit pour plein de raisons. Soit ils sont rentrés eux-mêmes dans le jeu parce que finalement, quelque part, ça fait du bien, je vais y revenir, soit ils ont peur. Alors, je vais donc aborder 3 points qui nous ont permis de construire cette mallette. Le premier, c'est que le harcèlement n'est pas un fait nouveau. Depuis tous les temps, il y a eu des personnes qui se sont fait harceler. Et on les appelait les boucs émissaires. Et quand on regarde la définition du bouc émissaire, c'est une personne qui prend sur le dos le mal-être du groupe. Les insuffisances, les échecs, les souffrances, etc. Donc c'est ce qui se passe en fait. Ça a vraiment un effet, je dirais, d'équilibre, si on peut parler d'un équilibre, même s'il n'est pas bien sûr souhaitable, mais ça a tout à fait du sens. Donc ça met l'accent sur le fait qu'il faut travailler sur, ça a été dit, on n'invente rien, sur vraiment le climat scolaire, la bienveillance, le bien vivre ensemble. Parce que si on ne fait pas ça, on va éteindre des feux, à droite, à gauche, mais on n'aura pas un travail qui va durer. Et l'idée, c'est de construire aussi une société où ces enfants grandissant deviennent des citoyens qui sont capables de reproduire les mêmes processus dans le monde du travail. On le voit dans l'étude de Mec.org, il y a une demande de culture du bien-être, d'enseignement du bien-être et du bien vivre ensemble. Alors, je reprends effectivement ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que ça traduit un mal-être, Hugo l'a dit, du harceleur comme de la victime. Donc, c'est là-dessus qu'il faut travailler. C'est-à-dire se dire comment on va pouvoir faire pour que ces enfants-là, effectivement, aillent mieux avec l'aide des autres. C'est-à-dire qu'il puisse y avoir quelque chose qui s'installe d'un mieux-être ensemble. Donc ça, c'est vraiment un point dans notre démarche qui est extrêmement important. Le second point, c'est que dans tout harcèlement, il y a une problématique d'exclusion. C'est-à-dire que soit l'enfant est déjà exclu de par une particularité qu'il a et qui a fait qu'il s'est mis de côté, soit il va être exclu. Donc comment est-ce que l'on peut créer des processus de coopération ? Parce que c'est par la coopération, par l'alliance, le fait de parler de reliance, enfin on est vraiment là-dedans, c'est-à-dire que c'est le problème de chacun. Si on devient responsable de tous, ça se passera forcément différemment. Donc il y a à comprendre le sens du harcèlement, il y a à mettre en place des processus coopératifs et travailler tous ensemble en fait dans cette dynamique-là. Donc c'est vraiment l'objectif du kit. Alors, la mallette regroupe tout cela. Alors, la mallette part du principe effectivement qu'il y a des connaissances, il y a un accompagnement à faire. Parce qu'on l'a dit, les enseignants ne peuvent pas être sans cesse accusés qu'il y a des problèmes qui se passent, pas plus que les parents. Tout le monde se sent un peu impuissant par rapport à cela. Donc il faut un accompagnement.
Donc la mallette, le kit, a un impact auprès des enseignants, c'est-à-dire que concrètement, on vient dans une école et on propose notre travail avec les différents objectifs associés et on sélectionne 2 classes, déjà dans un premier temps, soit en niveau CE2, CM1, CM2, minimum 2 classes, avec lesquelles les professeurs vont faire un programme d'accompagnement des élèves sur 3-4 mois. L'accompagnement va consister à apporter des connaissances de développement personnel, c'est-à-dire comment est-ce que je gère mes émotions, comment est-ce que je peux asseoir ma différence et vraiment en être bien convaincu. Je suis semblable, mais aussi différent. Et c'est important que je les dise dans cette différence-là. Et d'autre part, un troisième point sur les croyances qui limitent notre réussite. On a, même adultes, mais là je parle du public enfant, il y a des enfants qui sont convaincus qu'ils sont nuls. Comment voulez-vous, avec cette idée, qu'ils puissent réussir? Ce sont les vulnérables qu'on décrivait tout à l'heure avec Jean-Luc Martinet. Ça peut être, parce que ça peut être des enfants qui, du coup, développent une mésestime d'eux-mêmes et, du coup, qui vont plus être à même à supporter des choses qu'ils reçoivent, qui ne sont pas agréables pour eux, mais qui vont trouver finalement normal, légitime. Donc, il y a ce point-là. Donc, c'est un travail de développement personnel. Et il y a un travail, donc, comme je le disais tout à l'heure, qui amène des outils pour apprendre à coopérer. C'est-à-dire apprendre les outils de la communication non violente, apprendre à savoir faire une régulation dans la classe, c'est-à-dire de pouvoir dire à un moment donné, j'ai besoin qu'on fasse une régulation, et d'exprimer quelque chose d'un fait qui peut être anodin. Je vais vous donner un exemple. J'ai reçu un enfant qui est en 6e aujourd'hui, qui s'appelle Nathan, et qui m'a fait état, en fait, d'une situation de harcèlement qu'il a vécue pendant toute sa période primaire. Alors, c'est un enfant qui a une particularité, parce qu'il a un bec de lièvre, et qu'effectivement, il était régulièrement alors moqué. Je veux dire, ce n'est pas quelque chose que des adultes vont forcément voir comme quelque chose d'insupportable. Ce sont des jeux d'enfants. Mais ce qui compte, c'est la blessure à l'âme que ça fait à l'enfant. Et cet enfant-là a été très malheureux pendant toute son école primaire. Quand il s'adressait aux enseignants, je jette la pierre à personne, c'est souvent par une méconnaissance du système, mais on lui disait « Oh, bon, écoute, ça va, c'est bon, c'est pas grave, c'est pas grave ». Mais ce qui compte, c'est lui, c'est ce qu'il ressent lui. Donc l'idée est de créer des espaces de parole à travers ces régulations où on peut dire « Voilà, je me fais traiter de minus tout régulièrement par 3 ou 4 personnes dans la classe, je veux que ça s'arrête, en fait ». Parce que si on arrive à exprimer ça et qu'on se sent légitime pour le faire, on ne se retrouve pas à une situation de gangrène qui crée ensuite des souffrances qu'on connaît et qui sont beaucoup plus difficiles à arrêter. Donc c'est ces 2 points-là qui sont menés de front, vraiment, et qui permettent un accompagnement. Alors on a un accompagnement en direct avec les enseignants, en analyse de pratique. Vous avez un problème, vous nous appelez pour mettre... Parce que dans le kit, je ne l'ai pas dit, il y a ces différents points qui sont exprimés avec un petit peu de théorie simple à faire passer aux enfants et plein d'exercices d'application. Et un accompagnement donc dans la longue durée. Et un accompagnement au long cours qui fait que les enseignants peuvent nous contacter, on peut aller sur le terrain, on peut accompagner le processus, mais c'est eux qui sont en responsabilité de cela, c'est pas nous qui arrivons sans arrêt, c'est-à-dire que ce sont les enseignants, et c'est pour ça que c'est bien qu'ils soient plusieurs, c'est-à-dire pour se soutenir dans cette démarche. Et on a créé une plateforme sur notre site qui fait que les enseignants qui démarreront ce projet pourront échanger également sur leurs pratiques et sur l'évolution du kit. Parce que vraiment, on souhaite être inspirant, mais on n'est pas du tout dans l'idée qu'on a la vérité. Et c'est pour ça que c'est très bien qu'on se retrouve tous. Ça va bouger, ça va s'enrichir. Ça va bouger, ça va s'enrichir, et on est différents dans nos pratiques, on a tous notre place, quoi. Mais la base, avec Educat, c'est cette préoccupation partagée des enseignants, des parents, de tous ceux qui sont dans cet univers. Oui. Ça recoupe la méthode de préoccupation partagée que vous avez mise, vous, Marie Cartier, au cœur de votre action. Alors, oui. Alors, je vais vous parler de cette méthode. Donc, la méthode de la préoccupation partagée, c'est vraiment, je dirais, le niveau de responsabilité des adultes de l'établissement scolaire. Les adultes ont un rôle à jouer. Et c'est une méthode qui est déjà ancienne. En réalité, il y a même des enquêtes internationales qui ont montré depuis des décennies qu'elle avait une capacité à résoudre 80% des situations de harcèlement de manière rapide et dans le contexte même où se passent les brimades, c'est-à-dire dans le contexte scolaire. Pour ça, il faut quand même vraiment, effectivement, que des équipes soient formées dans chaque établissement. En fait, on ne pourra pas se passer de former une équipe d'adultes dans chaque établissement avec les personnels scolaires eux-mêmes et toutes sortes de personnels, bien sûr, pas uniquement des professeurs, pas uniquement des enseignants. C'est d'ailleurs, quand même, il faut le dire, ce que le ministère a commencé à mettre en place. Avec Jean-Pierre Bellon, nous sommes engagés dans le plan ministériel qui a pour le moment touché 6 académies pilotes pour former comme ça des professionnels au sein des établissements scolaires. Votre outil est une méthode officielle. Oui, normalement, il doit se déployer sur les autres académies à partir de la rentrée, on l'espère. Alors, cette méthode, en fait, elle consiste de façon très concrète à mener des entretiens individuels avec les élèves qui ont pris part aux brimades, pour en fait
briser l'effet de groupe. Le harcèlement scolaire, c'est toujours un effet de groupe, même lorsque le groupe est invisible. Et parfois, il est invisible. Mais c'est toujours un effet de groupe. Et donc, ces entretiens individuels, avec les élèves qui ont pris part aux brimades, ou même d'autres autour, peu importe, des témoins, après tout, ils prennent part finalement aux choses en ne faisant rien, va permettre de réindividualiser ces élèves, de les arracher à l'effet de groupe, de les tirer vers des comportements plus moraux, alors que le groupe va les tirer vers le bas, de façon tout à fait naturelle. Et on les réindividualise, on les responsabilise, finalement en leur faisant partager notre préoccupation pour l'élève cible de brimade, et en les amenant finalement à trouver eux-mêmes des solutions à la situation qu'ils ont créée, à réparer en quelque sorte le mal qu'ils ont créé. Vous créez quoi, une sorte de sentiment de honte, de la meute, de lâche face à la pauvre? Il n'y a pas du tout de sentiment de honte parce qu'on ne les accuse pas. Justement, on les tire vers le haut, on ne les humilie pas parce que sinon, ce ne serait que générateur davantage en fait, de peur, de mal-être et de vengeance. Exactement, et de ressentiment. Exactement. Et c'est ce que craignent d'ailleurs les élèves cibles de brimade. Ils craignent qu'il y ait derrière des représailles. Donc on évite ça en ne portant absolument aucune accusation. Simplement en sollicitant l'aide, en les attirant vers notre préoccupation pour un élève qui ne va pas bien et en sollicitant leur aide pour que ça se passe mieux. Et c'est une méthode qui est éminemment éducative, donc qui est totalement adaptée au contexte scolaire et qui en fait enseigne l'empathie par l'action, je dirais. Vous voyez, pas de manière théorique, pas par leçon de morale ou par explication, mais vraiment dans l'action même, dans la situation qui se présente, ils vont devoir se montrer empathiques pour un élève. On ne va pas leur laisser le choix, en fait. Et c'est une méthode qui demande de la part des adultes un engagement éthique très fort. Les adultes doivent vraiment être authentiquement préoccupés par les élèves qui ne vont pas bien. Ça demande quand même... Ils doivent sembler inébranlables dans cette conviction. Exactement. L'adulte doit vraiment incarner une posture qui est à la fois une posture d'autorité et de préoccupation profonde et authentique, et qui n'est pas juste au moment de l'entretien, bien sûr, qui est en permanence. Il faut que les adultes d'établissement, autant que possible, soient sur la même longueur d'onde, si j'ose dire, pour que les élèves sentent qu'en fait, on ne fait pas ces choses-là. Parce que tout simplement... Il faut dramatiser un peu, il faut solenniser. Oui, il y a quelque chose de solennel à remettre, absolument. C'est très grave. Le mal-être d'un élève dans un établissement scolaire. Il faut prendre conscience que c'est très grave. Et la manière dont on a refondé la méthode avec Jean-Pierre Bellon en France, puisqu'on l'a adaptée au contexte français, c'est une méthode suédoise à l'origine, on a vraiment mis l'accent sur l'accompagnement de l'élève victime pour qu'il n'y ait plus d'élèves victimes qui soient livrés à la solitude dans les établissements scolaires. C'est extrêmement important. Pour le moment, vous voyez, ils ne parlent pas. Ils sont 50% à ne pas parler. Ce qui veut dire que pour eux, les établissements scolaires ne sont pas un lieu de ressources ni d'écoute. Donc, tel qu'on a refondé la méthode, les professionnels sont également formés à écouter d'une manière juste, qui permet de libérer la parole, ces élèves-là, et de les prendre vraiment au sérieux. Il y a les victimes, il y a les harceleurs. Nicole nous demande de parler de la méthode PICAS, P-I-K-A-S, sur les harceleurs. Alors, Anatole Pikas, c'est le psychologue suédois qui est à l'origine de la méthode de la préoccupation partagée. Et même du mot du harcèlement scolaire, il a théorisé par l'un des premiers. Il a été tout à fait parmi les premiers. D'ailleurs, il a appelé ça mobbing. Le mot harcèlement est un mot très mal choisi qu'on a pris en France, malheureusement. Donc, Pikas disait mobbing. C'est-à-dire la foule, le groupe. Exactement, ce qui désigne l'effet de groupe qui se coalise contre une cible. C'est un terme très juste. Et oui, voilà, donc ça, c'est... Ça va dans le même sens. Merci beaucoup, merci beaucoup. Mais je voulais vous parler encore du sexting, c'était prévu. Parce que là, il y a un type de harcèlement qui est particulièrement préoccupant, qui nous préoccupe beaucoup, et pour lequel il faut encore démultiplier la préoccupation et la protection des élèves victimes. C'est le sexting. Le sexting, c'est un phénomène en croissance. C'est un phénomène qui fait des morts. Donc c'est un texto, c'est un SMS de nature sexuelle. Alors, dégradant, amoureux, c'est de la vengeance. Ce sont des images, des photos ou des vidéos qui sont intimes, qui sont destinées à rester dans le cadre privé et qui vont être divulguées par trahison. C'est extrêmement grave parce que pour les victimes, ce sont la plupart du temps des filles, pas toujours, mais la plupart du temps des filles, des jeunes filles. Elles subissent une triple blessure. Il y a la trahison de ceux en qui elles ont fait confiance et qui divulguent les photos. Il y a la honte d'être exhibées aux yeux de tous dans sa nudité. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a derrière le harcèlement massif, à la fois sur les réseaux sociaux et dans la cour de l'école, où tout le monde va se retourner contre elle. Donc il faut absolument prendre conscience, que les établissements prennent conscience, car tous vont avoir des situations de sexting. Vous comprenez, la vie des adolescents se passe sur les réseaux sociaux. On ne pourra pas l'empêcher. Donc ça va arriver partout. Et ça arrive déjà partout. Ce n'est pas toujours visible.
Les établissements scolaires doivent absolument avoir de bons réflexes face à ça. Parce que la moindre erreur est fatale. La victime, vous comprenez, est tellement fragilisée que la moindre maladresse, on lui met la tête sous l'eau. Il y a un danger de mort pour ces victimes-là. C'est vraiment très sérieux. Il faut absolument se montrer de manière inconditionnelle de son côté. Il ne faut jamais incriminer sa maladresse. Jamais dire « Oh, il aurait peut-être... » Voilà, exactement. Sûr, voilà. Il faut pouvoir lui dire toujours « Tu n'as absolument rien fait de mal. » Tu n'as aucun tort et nous sommes entièrement de ton côté. Ceux qui ont des torts, une faute sur le plan moral ou un tort sur le plan pénal d'ailleurs, parce que tout de même la loi là existe, ce sont ceux qui ont partagé et divulgué la photo. Toi, tu n'y es pour rien. Et il faut un soutien non seulement massif de tous les adultes de l'établissement et une vigilance de chacun. Ces élèves-là ne doivent jamais être laissés seuls. Il faut une vigilance, je dirais presque de tous les instants. Et une coopération avec les parents. C'est vraiment fondamental et c'est une question de santé publique. On va demander à Daniel Jasmin. Daniel, cette montée en puissance du sexting, plus virulent, plus dangereux encore que les autres formes de harcèlement, vous le retrouvez aussi dans vos actions ? Oui, en fin de compte, ce qui est important, c'est qu'il y a, donc les enfants, en plus de plus en plus jeunes, sont amenés à pratiquer, à être dans l'interaction sociale quasiment même avant même de parler. Ils manipulent des écrans, ils échangent avec des proches, ils partagent des éléments. Ce qui est important, c'est que quand il leur arrive une situation problématique, donc là par exemple ils sont dans une relation amoureuse qui souvent démarre en ligne, hein, c'est-à-dire que les trois quarts des relations vont démarrer maintenant sur des réseaux. Vous parliez de SMS, mais c'est vrai, c'est sur des échanges comme ça. Naturellement, dans cette relation amoureuse, il va y avoir du partage d'intimité. Et ce qui se passe sur des publics très jeunes, ils n'ont pas encore les codes de se protéger, de protéger le fait qu'on ne reconnaisse pas leur identité dans leur partage et de savoir qu'effectivement cette image pourra être partagée par ailleurs et c'est un élément à prendre en compte. Et le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que dans la réaction qu'on va avoir en tant que parent, même, ça va être une réaction soit d'interdire, donc de dire je t'interdis de faire quoi que ce soit sur les réseaux sociaux ou d'avoir une relation amoureuse et de partager. Et ce qui fait que ça crée un complet décalage entre ce que l'enfant vit dans son environnement, puisque tout le monde, tous ses proches vivent comme ça, les relations se déroulent comme ça, et le message que les adultes leur donnent. Et donc, et comme il n'a pas ce message, il va se dire, finalement, je ne vais jamais en parler à mes parents, et on arrive tout le temps trop tard à découvrir la situation, alors que l'enfant, finalement, se retrouve, et ça génère derrière, des fois, des situations qui dégénèrent. C'est-à-dire que l'enfant se retrouve après dans des engrenages où la situation ne peut plus s'arrêter. Après, au niveau des établissements, couper les réseaux sociaux, c'est la double peine, couper les réseaux sociaux. Mais là, en fin de compte, c'est juste pas imaginable, parce que les enfants, vous voyez, des enfants ils sont nés dedans, c'est-à-dire que l'interaction sociale fait partie de leur vie de tous les jours. Donc leur dire, ah non, maintenant tu n'as... Et c'est pas seulement le réseau social en tant que tel, c'est l'interaction sociale. Vous parliez de SMS, mais c'est aussi l'interaction que je vais avoir autour des jeux vidéo, autour d'une vidéo que je regarde, de commentaires, etc. Et donc on ne peut pas couper. On est dans cet univers-là. Marie-Pierre Lescure, le kit, la mallette, peut faire quelque chose contre le sexting ? Alors, ça, c'est effectivement, je pense que ça peut avoir un impact sur ce genre de situation, mais je voudrais dire un point qui est vraiment, que je trouve important et qu'on retrouve dans ces témoignages, c'est-à-dire qu'on est nourri de signes de reconnaissance. On a besoin des autres. Pour ça qu'un enfant qui va être harcelé par les réseaux sociaux, en fait, il a du mal à couper, parce que s'il coupe, il est isolé. Et il n'y a rien de pire que d'être isolé. Donc, dans le travail que l'on mène au niveau du kit, c'est vraiment de créer du lien, de faire que si j'ai besoin, eh bien, je sais que j'ai des lieux où je peux en parler, je sais que j'ai des camarades qui vont pouvoir m'écouter, parce que ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que ces enfants qui vont être formés sur une période de 3 ou 4 mois sont ceux mêmes qui vont mettre en place dans l'école des systèmes qui vont permettre justement la reliance. Par exemple, dans l'observation et dans les enseignements qu'on leur donne, ils apprennent qu'il y a des paramètres qui font que le harcèlement a plus de chances de se développer. Et dont un qui est très important, dont on parle tout le temps là, c'est l'exclusion. Donc les enfants, une fois qu'ils ont acquis des connaissances sur eux-mêmes, connais-toi toi-même, c'est d'abord important pour d'abord être en lien avec les autres. Donc, et sur la manière dont on peut coopérer, c'est faire groupe et dire, par rapport à la problématique d'exclusion, comment est-ce qu'on peut inventer des situations dans l'école, donc c'est vraiment quelque chose de personnel, de créatif, comment est-ce qu'on peut inventer des situations pour agir et faire que personne ne soit seul. Et
Je donne un exemple d'un enfant qui récemment m'avait trouvé une idée qui peut paraître toute simple, mais qui est tellement ingénieuse, qui, suite à cette information, a dit, par exemple, on pourrait, dans l'école, mettre une boîte et les enfants qui veulent participer mettent leur nom et puis leur classe. Et puis, un jour par semaine, on tire au sort 2 enfants qui vont se retrouver ensemble et qui vont donc apprendre à se connaître sur la journée ou sur 2 jours. Enfin, après, ça, les règles, bien sûr, sont à déterminer. C'est simple. Mais je veux dire que ce genre de choses, si je suis reliée, si grâce à des échanges de savoir aussi qui peuvent être mis en place dans l'école, eh bien j'ai des copains que je rencontre en dehors de la classe, j'ai le moyen de pouvoir parler, j'ai le moyen de me sentir appartenir. Parce que ce qui nous fait le plus souffrir, et c'est pour ça que c'est vraiment un problème de santé publique, c'est d'être isolé, quel que soit l'âge que l'on a. Donc si on recrée du lien, on a toutes les chances d'aller mieux, d'être en bonne santé et d'avoir de bonnes relations avec les autres. Et c'est ça vraiment dans notre kit que nous mettons en avant. Créer du lien, c'est le but d'une association qui s'adresse au plus près des victimes et de leur entourage. 2 questions. Est-ce que, vous voyez monter le sexting dans ce qui vous remonte là, par l'association et 2, puisque légiférer, on va légiférer, comment introduire des éléments positifs, pas seulement punir les harceleurs, mais favoriser les initiatives? Déjà, c'est vrai que sur la question donc, des cyberviolences en globalité, que ce soit le sexting ou d'autres, on a une véritable montée, d'autant plus depuis le premier confinement. Qui est assez inédite. Il y a une accélération, oui. Il y a une accélération parce que tout ce qui existait finalement dans la cour de récréation en présentiel, c'est transité finalement vers du virtuel. Maintenant, je crois qu'il ne faut pas dissocier finalement les phénomènes virtuels de l'action des phénomènes dans la cour de récréation, dans l'école, dans les collèges et dans les lycées. Parce que si les phénomènes virtuels existent, c'est qu'ils ont trouvé leur source dans la cour de récréation. Et je crois qu'on a peut-être trop tendance parfois à dissocier les deux. Or, si on veut traiter le fond, finalement, le problème dans le fond, c'est dès l'école, le collège et le lycée, finalement, dans la réalité du quotidien des cours. Et puis, sur la question de comment on peut, finalement, plutôt aider que punir, finalement, à la fois aider la victime, bien sûr, mais aider aussi les harceleurs, c'est les rendre responsables, aussi bien comme la méthode de la préoccupation partagée, finalement, les rendre responsables de comment je peux résoudre, réparer et progresser et en sortir plus fort. En sortir plus fort aussi bien pour la victime que pour l'enfant harceleur. Donc c'est par exemple, nous ce qu'on a proposé, et c'est ce qu'a repris le député Baladant, ce sont des mesures par exemple pour le délit de harcèlement scolaire, des mesures constructives, presque j'appellerais pédagogiques, même si on est dans la justice, donc on ne peut pas appeler ça comme ça, mais c'est-à-dire c'est par exemple pour l'enfant harceleur, une obligation de suivi thérapeutique qui va venir l'amener à comprendre pourquoi il a ce mal-être. Et donc une fois compris, il peut le guérir ce mal-être. Mais ça peut être aussi un stage, ou en tout cas une sensibilisation au harcèlement scolaire. Qu'est-ce que finalement les actes qui peuvent paraître une simple insulte, un simple message un peu méchant, mais qui additionnés les uns aux autres, peuvent être du harcèlement scolaire. C'est ça en fait, c'est le rendre responsable et qui le permettre de le rendre beaucoup plus ressorti, plus fort de tout ça. La moquerie, nous dit Kevin, souvent ça part d'une moquerie. Est-ce qu'on ne va pas aseptiser la vie en commun alors que l'humour peut avoir sa place? Non, parce qu'en fait, il s'agit en fait de développer l'empathie finalement. C'est-à-dire d'apprendre aux jeunes de dire le mot, l'acte, le geste que je vais avoir à l'encontre de mon camarade, quelles conséquences ça peut avoir sur lui. Et c'est ça en fait, et c'est ça qu'on manque cruellement aujourd'hui en France, c'est de dire comment est-ce que le jeune, lui apprendre à anticiper ses faits, ses gestes, et de dire ça, si moi on me le faisait, comment je réagirais. C'est vraiment ça, c'est la question de l'empathie qu'il faut développer et qui apaisera les relations sociales entre les élèves. D'ailleurs, si je peux me permettre, quand on révèle un fait de harcèlement, souvent les harceleurs disent c'était pour rire. Voilà, c'était pour rire. Mais ce qu'ils ne perçoivent pas, parce qu'effectivement, ils sont souvent coupés de cette conscience-là, mais c'est que ça ne fait pas du tout rire l'autre, et que non seulement ça ne le fait pas rire, mais ça peut le blesser profondément. Et c'est là où il faut des instances de partage, d'écoute, pour que l'enfant qui se sent blessé par un quolibet qui peut paraître anodin, mais lui, ça le blesse. Et dans la mesure où ça le blesse, il a le droit de le dire et de demander ce que ça s'arrête. Et ça, c'est vraiment fondamental. Patricia nous signale que dans les lycées, il y a des ambassadeurs anti-harcèlement. C'est une réalité. Il y a ça c'est aussi une action qui a été insufflée par le ministère de l'Éducation nationale, les ambassadeurs lycéens. Oui. Donc ils ont une mission de sensibilisation entre pairs, ce qui est très utile. Et puis je pense que c'est quelque chose qui est en train de se développer et de s'affiner. Je voudrais revenir juste sur ce qui a été dit aussi par rapport aux harceleurs. Je crois qu'il faut faire très attention quand même de ne pas raisonner en termes de profil. Moi, je crois que les harceleurs, ce n'est pas les enfants des autres. Ce ne sont pas de grands méchants qu'on pourrait comme ça rééduquer. Ce sont tous les enfants. Je crois qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Les enfants peuvent tous être victimes et ils peuvent tous être harceleurs. Et au cours d'une scolarité, j'ai de plus en plus la conviction que chaque enfant va connaître
À tour de rôle. Plus ou moins. Hein, les deux. Parce que, nous dit Amélie, on est dans une société du plus beau, du plus grand, du plus fort. Donc à un moment donné, il faut le montrer. Oui, bien sûr. Mais ça, vous voyez, c'est cet effet de groupe où tous craignent finalement le jugement. Il y a beaucoup de violence dans le groupe. Et il y a beaucoup de violence, d'autant plus que plus l'institution est fragile, plus il y a cette violence dans le groupe, plus il y a cette peur de tous ont peur de chacun. Et comme vous le disiez d'ailleurs très bien, l'effet du bouc émissaire, c'est le groupe qui va se rassurer en créant un bouc émissaire. Mais tous les enfants savent que ils pourraient être la prochaine cible. C'est bien pour ça qu'ils restent au chaud dans le groupe. Et c'est bien pour ça qu'ils vont avoir une conduite qu'ils désapprouvent en profondeur. Ils n'en sont pas fiers, hein, mais ils ont peur. Donc ils sont pris dans ces logiques en tant qu'animateur. L'intérêt d'une méthode qui réindividualise chacun, qui montre que l'adulte est présent, que l'adulte peut garantir qu'on a une éthique et une préoccupation et une empathie pour celui qui ne va pas bien, c'est que les enfants vont pouvoir se raccrocher à ça et vont pouvoir échapper à cette logique de groupe qui les dégrade, vous voyez, dans leur posture humaine. Enfin. Axel, on rejoint là l'étude de mec.org et cette controverse hein, sur est-ce qu'il faut punir les parents, est-ce que les parents ont mal éduqué leur enfant harceleur. On voit bien la limite de cela, donc ce qu'on entend sur le plateau, c'est de nature à trancher cette controverse. Oui, bah, la limite, c'est que, je crois que ça a été, je vais avoir du mal à dire mieux ce qui a été dit jusque-là, mais je pense que la limite, elle est vraiment sur la capacité de prise de conscience que les situations ne peuvent pas être simplifiées et qu'il y a forcément une collectivité de victimes et une collectivité d'agresseurs. Et que du coup, tout ce qui a été montré aujourd'hui, c'était comment on trouve les moyens de tirer par un fil de façon à réaligner tout le monde dans la bonne direction. Et Daniel, je pense que c'est effectivement pour ça que les gens étaient un peu réagissants sur la notion de harceleur. Parents harceleurs qui révèlent qu'une partie du problème et qui ne globalisent pas le sujet comme il doit l'être. Daniel Jasmin, est-ce qu'on peut faire confiance à une sorte de maturité du numérique dans les générations qui vont venir, que naturellement, dans 10 ans, dans 15 ans, les jeunes filles ne mettront plus de photos dénudées parce qu'elles auront intégré le risque du retour de bâton, du harcèlement, et puis qu'on sera beaucoup plus prudent, mais aussi beaucoup plus respectueux sur des réseaux sociaux civilisés? Alors, déjà, le fait que les jeunes filles partagent ou les garçons partagent des photos de nus, pour moi, ça fait partie de l'ère numérique. Donc c'est un élément qui est à prendre en compte, qu'il n'y a pas à culpabiliser pour se dire il va se passer quelque chose avec ces images. C'est un élément qui fait partie de ce monde-là. Le point qui est important, c'est la logique du cadre de référence. C'est-à-dire que nous, en tant que parents, on a été éduqués par nos parents sur certaines règles, par exemple quand on va dans la rue, quand on parle aux gens, des règles, des bonnes manières. Et par rapport à ce cadre de référence, quand on éduque nos enfants, on fait des choses soit similaires, soit en opposition par rapport à ce qu'on a connu. Sur le numérique, en tant que parent, on n'a pas de cadre de référence. Donc à chaque fois qu'on découvre avec nos enfants quelque chose, c'est une inconnue, on essaye d'improviser, je dirais, un cadre. Nous, ce qu'on entend des jeunes, c'est qu'ils ont l'impression d'être un peu comme à la découverte de la radioactivité. Ils ont été lâchés dans un réseau sans aucun cadre. Et donc ils découvrent eux-mêmes les règles. Ce qui va se passer, c'est que notre génération, notre responsabilité, c'est d'essayer de créer un cadre de référence à nos enfants pour que eux, quand ils vont éduquer leurs enfants, ils aient des cadres de fonctionnement, etc. Et pour moi, ce cadre, là, ce qu'on entend beaucoup, c'est des parents qui disent, ou des enseignants, je veux une réponse, qu'est-ce que je fais quand il y a du harcèlement, qu'est-ce que j'applique? Et en fin de compte, il n'y a jamais une seule règle. C'est un dialogue continu qui doit se mettre en place. On essaye de faire que dans les écoles, au niveau des parents, 2 fois par semaine, on parle de ce qui se passe autour des réseaux, comme ça fait partie de la vie des enfants. Ils ont envie de parler de ces sujets-là, ils ont plein de choses à raconter, et je pense qu'ils vont nous aider à le construire. Merci beaucoup. Deux petites questions très pointues, rapides, avant de passer à la conclusion et au point de vue d'Emmanuel. Marie-Pierre, Romain nous dit « Le temps libre à l'école, c'est peut-être le meilleur ami du harceleur ». Je pense que le harceleur n'a pas besoin de temps libre pour harceler. Ça peut se faire au sein de la classe, ça peut se faire dans la cour de récréation, alors qu'il peut être considéré comme un temps libre. Mais je veux dire que le harcèlement peut exister à n'importe quel endroit. Donc je pense que c'est pas forcément parce qu'il y a des temps ouverts pour ça qu'on risque. D'ailleurs, il faut arrêter d'avoir peur de tout par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il y a un véritable problème, mais le harcèlement, c'est vraiment le haut de l'iceberg. C'est-à-dire que ça parle d'une situation sociétale, ça parle d'un contexte social. Si les gens vont mieux, il y a moins de violence. Et pour les enfants, c'est exactement la même chose. Question aussi, alors pour vous Marie, Aurélie dit, mais parfois le harceleur c'est un professeur. C'est vrai qu'il y a des profs qui se moquent, qu'il y a des profs qui peuvent avoir leur tête de turc comme on dit. Hélas. Et l'éducation nationale ne fait rien?
Elle veut changer d'établissement parfois. Et là, ça c'est un problème sur lequel il y a eu trop peu d'attention, effectivement. On a réfléchi à cette question avec Jean-Pierre Bellon dans notre dernier ouvrage, où on a mis en lien les problématiques de harcèlement entre élèves avec celle du chahut et celle de l'intimidation des élèves par le professeur, de l'humiliation, parce que ces trois dysfonctionnements se tiennent la main. Ah oui. Et évidemment, un professeur qui va humilier un élève devant ses camarades le livre au harcèlement de ses camarades, enfin le fragilise terriblement. Et il y a bien sûr, il y a des surnoms qui proviennent parfois des professeurs. Moi, j'ai des témoignages de ce genre encore aujourd'hui. Donc évidemment, là, c'est quelque chose de gravissime. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier la question du chahut, qui est très en lien avec la question du harcèlement, parce que c'est une question majeure, qui est aujourd'hui encore assez taboue, dont on parle peu, et qui en réalité, vous savez, il y a beaucoup de professeurs chez UT, et dans ces classes, vous disiez que ça peut arriver en classe, mais oui, ça peut arriver en classe parce que le professeur ne voit rien, parce qu'effectivement, c'est un tel désordre que, évidemment... Ça abrite. Où est la sécurité de l'enfant ? Déjà, le professeur n'est pas en sécurité lui-même, vous comprenez ? Il y a un sentiment d'inquiétude et de tension permanente chez le professeur. Donc, comment peut-il sécuriser ses élèves ? Donc là, il y a un vrai sujet, et je pense qu'on ne peut pas penser, en réalité, un de ces problèmes dissociés de l'autre. Pour nous, il faut penser toutes ces souffrances scolaires ensemble et en réalité avoir des stratégies qui soient cohérentes par rapport à toutes celles-ci. Ben écoutez, merci à vous tous. On ne va pas se quitter tout de suite. On va regarder une sorte de bande-annonce d'un podcast qui va sortir à la rentrée sur le harcèlement scolaire, parce qu'on voit que toutes ces initiatives sont certaines à titre expérimental, d'autres déjà pratiques bien avancées, et les efforts vont continuer. On regarde ce document. J'ai commencé à être harcelée en 6e, sauf que pour moi, j'avais pas mis le mot harcèlement sur ce que je subissais et personne non plus n'avait mis le mot harcèlement. Donc effectivement, pour moi, c'était juste des chamailleries et ça allait passer. Encore une fois, pour moi, dans ma tête, c'était Anise est une fille populaire, il peut rien se passer pour elle, rien d'autre. Alors que non, finalement, on se rend compte que peu importe qui on est, tout le monde peut être harcelé à tout moment en fait. Comme 700 000 élèves chaque année, Anne-Lise a été victime de harcèlement scolaire. Pour elle, l'enfer a commencé dès la 6e. Pour d'autres, il a démarré encore plus jeune. Pour un élève sur 10, c'est une réalité quotidienne qu'ils doivent affronter jour après jour. Pour mieux comprendre l'ampleur de ce phénomène et ses conséquences, je suis allée à la rencontre de celles et ceux qui en ont été victimes et de celles et ceux qui agissent au quotidien pour lutter contre. Retrouvez dès le mois de septembre 2021 ce podcast sur le harcèlement scolaire. Emmanuel, parlez-nous de ce podcast, son origine, son contenu, sa vocation. Oui, bonjour. Alors, son origine, je crois que comme beaucoup d'entre nous, moi j'ai été très touchée par les drames dus au harcèlement scolaire dont on a tous entendu parler ces 10 dernières années. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à réfléchir à cette série, j'ai commencé à en parler autour de moi et je me suis rendu compte qu'en fait, le phénomène était beaucoup plus important que ce que je pensais à l'origine, puisque beaucoup de gens me disaient « Ah mais oui, moi je connais quelqu'un, il y a un enfant que je connais qui a été victime ». Donc voilà, je me suis dit que ça touchait beaucoup de gens. Et c'est vrai que l'idée de cette série, elle fait un peu la synthèse d'ailleurs de tout ce qui s'est dit aujourd'hui. C'était à la fois de donner la parole aux victimes pour qu'elles racontent leur vécu au moment des faits, mais surtout qu'on puisse bien comprendre les conséquences qu'a ce harcèlement scolaire sur leur vie aujourd'hui. Les victimes que j'ai interrogées, elles me racontent que 10 ans après, elles sont encore aujourd'hui extrêmement marquées par ce qui leur est arrivé. Et ça, c'est important de le souligner. Et puis, l'idée de cette série, c'était aussi d'associer cette parole des victimes à un certain nombre d'experts, là pour nous éclairer sur justement cette dynamique du harcèlement, l'effet groupe dont on parlait tout à l'heure, et puis ses composantes, et puis ce que ressent la victime, avec certains, évidemment, points communs qu'on retrouve, qui sont le silence des victimes, l'incompréhension au départ, qui se transforme rapidement en culpabilité. Et puis, évidemment, le dernier point, c'était quand même de mettre aussi en valeur, en avant, des initiatives pour, comme vous le disiez, donner de l'espoir. Donc dans le podcast, on retrouvera des témoignages, mais aussi des pistes pour trouver des solutions. Les témoignages, c'est pour débloquer la parole, c'est pour que tous ceux qui entendront se disent « il ou elle a parlé, pourquoi pas moi ?» C'est pour qu'effectivement, ils puissent parler et surtout qu'ils puissent peut-être prendre conscience, en fait, de la situation qu'ils sont en train de vivre. Puisque moi, ce que j'ai remarqué dans ce que me disent les victimes, c'est que finalement, au départ, elles ne sont absolument pas conscientes qu'elles vivent un harcèlement. Et c'est souvent la parole extérieure qui leur fait prendre conscience que ce qu'elles vivent est un harcèlement. Donc voilà, si des enfants
où des parents ou des enseignants se disent en écoutant cette série, finalement, je suis peut-être en train de me rendre compte qu'il y a un cas que je connais, voilà, ça peut effectivement peut-être débloquer la parole. Où pourra-t-on écouter ce podcast? Comment faire que les jeunes soient au courant et y aient accès? J'espère qu'on pourra l'écouter le plus largement possible. L'idée, c'est qu'il soit diffusé sur les plateformes d'écoute des podcasts grand public. Quand vous voyez le nombre de solutions qui sont esquissées ici, tous les outils qu'on est en train d'affûter pour lutter, ça vous rend optimiste par rapport à la situation telle que vous l'avez découverte? Oui, franchement oui. Ça me rend optimiste parce qu'on sent qu'il y a une réelle prise de conscience qui est en train d'être de plus en plus forte, qui émerge de plus en plus. Donc oui, ça me rend optimiste. Maintenant, il ne faut pas relâcher ses efforts. Daniel Jasmin, comment on peut articuler le plus efficacement possible un podcast comme celui-ci qui va mélanger témoignages et pistes? Comment le mettre dans la grande puissance turbulente des réseaux sociaux? Pour moi, c'est important qu'on lie toutes nos actions. On a tous des actions sur les réseaux sociaux, mais qui sont des fois éparses. On a des communautés de 1000, 2000, 3000 ou 10 000 personnes qui nous suivent. Et je pense qu'il faut qu'on s'habitue à relayer auprès de nos communautés ces contenus, ces éléments. Ça pousse à débat. Il y a plein de publics différents à chaque fois derrière ces communautés qui sont intéressés. Et je pense qu'il faut qu'on arrive à les décliner à différents niveaux, parce qu'effectivement, il y a parents, enseignants pour qu'ils essayent de comprendre ce qu'ils doivent faire. Mais il y a également grands frères, petits frères, puisque par exemple sur les réseaux sociaux, souvent les premiers pas d'un jeune, c'est souvent son grand frère, son cousin, etc., qui lui explique en 3-4 heures comment ça fonctionne et les règles du jeu, du partage. Donc il faut vraiment qu'on arrive à descendre dans toutes ces sphères. S'appuyer aussi sur les plateformes. Pour moi, elles ont un vrai rôle à jouer. C'est quand même, c'est pas comme de la compensation, mais quelque part, elles sont au milieu de cet univers-là et elles ont des capacités d'aider à promouvoir des contenus appropriés et il faut qu'ils en diffusent beaucoup plus. Marie-Pierre, les groupes d'élèves que vous réunissez, on peut leur faire écouter le podcast. Ah oui, bien sûr. Lance c'est un très bon outil. En fait, on a aussi des témoignages d'enfants qu'on a enregistrés, donc qui peuvent parler de situations qu'ils ont vécues. Donc ça donne à voir qu'on n'est pas tout seul dans cette situation-là et qu'effectivement on peut partager. Et vraiment, je tiens à dire que dans notre action, on met vraiment l'accent sur la coopération, parce qu'on est dans une société qui a cultivé la compétition, et la compétition, ça engendre de l'exclusion. Il faut qu'on sorte de ce modèle-là. Aujourd'hui, on arrive à des sommets, donc il faut vraiment qu'au niveau de la compétition, les enfants sachent qu'ils peuvent devenir meilleurs grâce aux autres et non pas contre les autres. Et que s'ils ont cet axe qui est entretenu ensuite dans une façon de vivre ensemble, je pense qu'on aura des solutions à beaucoup de problèmes. Pas que des problèmes de violence, mais aussi des problèmes d'intégration dans la société et des problèmes de réussite personnelle. Est-ce qu'on ne devrait pas faire un podcast de ces adultes qui doivent intervenir pour rappeler que le phénomène de groupe est mauvais et mettre en empathie les jeunes? Est-ce qu'on ne sous-estime pas l'utilisation de ces outils par l'autorité scolaire? Il n'y a pas que la classe, il n'y a pas que l'école. Oui, enfin ça, alors moi ces outils-là, vous savez, je suis d'une génération et oui, c'est ce qu'on disait avec Daniel, on est la génération qui doit construire les règles que nos enfants apprendront naturellement à leurs enfants. Je suis sans doute pas la mieux placée pour répondre absolument. Oui, on est victime, nous adultes, d'une fracture numérique pour le traitement de ce problème. Oui, c'est un vrai problème. Hugo, vous le ressentez dans le terrain, cette cassure entre votre génération et la mienne? Alors bien sûr, mais je pense que plus globalement, je crois que ce qui est d'autant plus impactant, c'est la force du témoignage. D'adulte à adulte, d'enfant à enfant. Je pense que c'est sur ça qu'il faut qu'on s'appuie maintenant. C'est de dire, en tant que parent, comment j'ai réussi à accompagner mon enfant qui a été victime, transmettre donc les bons retours d'expérience, pareil auprès des enfants, pareil auprès des enseignants. Je pense qu'on a peut-être manqué un peu là-dessus, peut-être. Les histoires heureuses, c'est ça. Comment on s'en est sorti, et comment on a réparé. Peut s'en sortir, c'est ça. Montrer aux enfants que c'est un passage, qu'au bout du tunnel, il y a une lumière. On voyait parmi tous les témoignages qui défilent sur l'écran, ce témoignage-là, je n'arrive pas à tourner la page. Marie-Pierre, c'est Julie qui disait ça, je n'arrive pas à tourner la page. Vous savez, j'ai été thérapeute pendant 10 ans et j'ai rencontré des adultes dans mon cabinet qui parlaient de faits de harcèlement qu'ils avaient vécu quand ils étaient enfants. Et ça a marqué toute leur vie. Ça avait marqué l'estime qu'ils se portaient. Et pour certains, ça s'était continué dans le monde professionnel. C'est-à-dire que ce harcèlement avait, de par une posture qu'ils adoptaient parce qu'ils n'avaient pas confiance en eux, parce que, enfin, peu importe, je dirais, créé par cette situation ancienne, ça créait un mal-être
et ça pouvait ensuite, alors bon, on est dans un sujet ici de santé, déclencher des problématiques de santé, de dépression, de cancer, etc. Donc il faut vraiment prendre, et on le fait tous en étant ici, mais la mesure de cette problématique du coût pour la société, qui est des un dégâts. problème de santé majeur si la personne n'arrive pas à un moment donné à se réparer par rapport à ce qu'elle a pu garder en silence éventuellement, hein, parce qu'elle n'a pas eu la parole à ce moment-là nécessaire. D'où la nécessité de mettre la parole et le plus tôt possible. J'ai entendu la semaine dernière des parents qui parlaient de harcèlement de leur enfant en maternelle. Donc ça commence tôt, en fait. C'est pour ça que ce terme de harcèlement a été très mal choisi. Quand on parle de harcèlement maternel, on ne comprend pas de quoi on parle. C'est pour ça qu'on préfère parler, nous, d'intimidation. Parce que l'intimidation, oui, ça commence dès qu'on est ensemble. Ça commence au bac à sable. Exactement. Donc, oui, ils s'intimident tout de suite. C'est intimidant, l'école. Et donc, il y a tout de suite ces phénomènes de peur et d'intimidation qui se mettent en place. Et effectivement, il faut prendre ça tout de suite à la source. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous 6. On arrive au bout de ces 4e rencontres de la prévention santé Ramsay, donc pour lutter contre la spirale infernale de l'intimidation en milieu scolaire. On fait progresser même le vocabulaire. Énorme problème, galaxie immense, myriade de solutions, on l'a vu. Et donc, on peut être optimiste. Tout cela va s'épanouir et on peut espérer que dans quelques années, on fasse cette table ronde. Alors là, pour avoir un bilan très positif de la victoire sur ce fléau. Merci à vous toutes et à vous tous d'être restés connectés avec nous. Et puis, à bientôt pour les 5e rencontres de la Fondation Ramsay Santé.